Géothermie et propriétés physiques de la Terre. On le sait, la Terre produit de la chaleur. Nos ancêtres les Romains le savaient déjà et l'exploitaient en utilisant les sources thermales. On en a beaucoup en France, en Italie. Donc ils l'utilisaient souvent à des fins de médecine pour soigner les problèmes de peau, car souvent c'était des eaux fuligineuses, c'est-à-dire riches en fer, en sels minéraux. Donc plus de 1200 sources thermales connues en France avec des températures variantes. Ça peut monter jusqu'à 82 degrés dans le Cantal. Donc ces manifestations hydrothermales montrent bien qu'il y a une source de chaleur à l'intérieur de la Terre. Au moment où on a commencé à développer les technologies, on a utilisé donc du matériel plus puissant pour pouvoir creuser plus profondément les mines. Et en profondeur, la température des parois atteint parfois 47 degrés à 800 mètres de profondeur. Donc les mineurs, vous voyez sur la photo, sont obligés de travailler en slip. Il fait trop chaud à l'intérieur. Donc on peut mesurer l'évolution de la température au fur et à mesure que l'on s'enfonce dans la planète. Cette mesure va être représentée sous forme de graphique. C'est ce qu'on appelle le gradient géothermique. Donc le gradient, c'est la courbe que vous voyez. Et en lisant cette courbe, vous pouvez mesurer l'augmentation de température avec la profondeur. Ce gradient géothermique, il a une valeur moyenne sur la planète. Il vaut environ 3 degrés pour 100 mètres. Cette valeur-là, vous devez la connaître. D'accord ? Cette valeur va varier en fonction des contextes géodynamiques. On va parler également de flux géothermique. Alors la différence du flux géothermique avec le gradient géothermique, c'est que si le gradient est une représentation mathématique correspondant à une augmentation de température par rapport à la profondeur, le flux géothermique, lui, c'est une quantité d'énergie thermique provenant des profondeurs de la Terre bien sûr, et traversant une unité de surface terrestre par unité de temps. Il s'exprime donc en watts par mètre carré et ça permet d'évaluer le transfert de chaleur de la profondeur vers la surface de la Terre. Donc techniquement, vous prenez 1 mètre carré de terre, de sol, et vous mesurez la quantité d'énergie que vous recevez par unité de temps. Les roches ne conduisent pas toute la chaleur de la même façon. Vous avez un tableau à droite qui vous indique la conductivité thermique de différents matériaux et vous voyez par exemple que l'argent va conduire beaucoup mieux la chaleur que le granit. Bon, je ne vous fais pas un dessin, vous le savez que si vous laissez votre fourchette ou votre cuillère trop longtemps dans votre plat qui est chaud, la cuillère dans le bol de soupe, au bout d'un moment, la cuillère elle va être chaude, vous allez vous brûler les lèvres. Faites la même chose avec du bois, vous n'allez pas vous brûler. D'accord ? Donc, au niveau roche, il y a des roches qui conduisent très bien la chaleur et d'autres non. Donc, le flux géothermique peut s'observer au niveau mondial. Vous avez une carte ici avec des codes couleurs que vous connaissez bien. Rouge, c'est chaud, froid, c'est bleu. Donc, on s'aperçoit en faisant l'étude du flux géothermique mondial que globalement, tous les continents sont froids et que les zones chaudes correspondent au dorsal. Bon, dorsal, volcan, vous allez me dire, c'est évident, il y a du magma qui remonte, c'est chaud. Oui, c'est évident. Donc si on a du magma qui se forme en profondeur, c'est que il y a de la chaleur dessous. Et cette chaleur, elle provient bien de quelque part. Il y a deux sortes de chaleur sur notre Terre. Il y a la chaleur dite d'accrétion et il y a la chaleur provenant de la désintégration naturelle des isotopes radioactifs. Bon, alors on va faire le point. Petit rappel sur la formation de notre planète. Au moment du Big Bang, super explosion de départ, des débris de roches, de matière se sont mis donc à circuler en orbite autour de corps célestes importants. Donc chez nous, le système solaire, c'est le Soleil, masse la plus importante. Des débris de roches, de matière, de gaz se sont mis à tourner en orbite autour de la planète et à force de tourner sur la même orbite, on finit par se rencontrer. Donc les impacts des débris ont dégagé de l'énergie. Cette énergie de la chaleur a permis la fusion des roches qui sont entrées en impact et au fur et à mesure on a donc eu des boules de roches en fusion qui ont formé les 4 premières planètes telluriques. Pour les planètes gazeuses, comme leur nom l'indique, on a eu accumulation de gaz. Donc cette première chaleur
provient de l'impact des corps célestes qui se sont rencontrés. Rapidement, il y a eu perte de chaleur, hein, la surface de cette boule de magma géante s'est vite refroidie au contact de l'espace froid, alors que l'intérieur est resté plus ou moins chaud. Il reste très peu aujourd'hui de cette chaleur, on l'appelle chaleur résiduelle, c'est ce qui reste depuis la formation de la Terre. Par contre, une autre source de chaleur s'est mise en route. Cette source de chaleur, elle est très secondaire, c'est-à-dire qu'elle est apparue après dans le temps. Par contre, elle est produite constamment par désintégration naturelle des isotopes radioactifs de certains éléments chimiques présents dans les roches terrestres. Vous savez, je sais bien lire. Hein. Bon, ça c'est de la physique-chimie. L'uranium, U238, U235, le thorium, le potassium. Je vous rappelle rapidement le principe. Des éléments peuvent être instables. C'est-à-dire qu'ils, dans la configuration actuelle de protons, d'électrons, ils ne tiennent pas. Ils vont finir par se scinder en deux morceaux, un noyau stable, et on va avoir des protons, des neutrons qui vont s'échapper. Par contre, en s'échappant, il y a un dégagement de rayonnement et d'énergie thermique. Et c'est cette énergie qui va être à l'origine de la fusion des roches du manteau. Et on va retrouver des traces de cette radioactivité dans les roches, même en surface, puisque bon, on a tout le système d'érosion maintenant que vous connaissez bien avec l'isostasie, le rééquilibrage isostasique qui permet la remontée en surface de roches profondes. On retrouve une radioactivité naturelle dans les roches. Donc, par exemple, dans le petit tableau, on vous donne le nombre de désintégrations par minute pour le granit, le basalte, la péridotite, et un échantillon pur de strontium 90. Donc vous voyez que le granit est un peu plus radioactif que la péridotite qui se trouve en profondeur. Bref, on a une radioactivité naturelle. Et c'est cette radioactivité donc qui dégage de l'énergie et qui permet la fusion des roches du manteau. Alors, pourquoi le manteau? Parce qu'on a fait plusieurs mesures. Voici le pourcentage de chaleur émise par chaque enveloppe de la Terre. En bleu, la croûte continentale. Elle émet 17,66% de la chaleur de la Terre. La croûte océanique, 4%. Le noyau, tellement rikiki que la part de camembert violette, on ne la voit pas, c'est 0,05. Et 78,22% de la chaleur émise par la Terre provient du manteau. C'est dans le manteau que se trouvent les éléments radioactifs. Donc les roches du manteau, elles vont fondre, elles vont entrer en fusion, elles ne vont pas être complètement liquides, elles vont être plus ou moins malléables. Et à ce moment-là, il va y avoir mouvement, c'est ce qu'on appelle la convection. Vous l'avez vu en première, vous l'avez vu au collège. Donc il y a deux modes de transfert de l'énergie. À partir du moment où une énergie est libérée, il faut qu'elle se transfère. Soit elle se transfère par conduction, soit elle se transfère par convection. Donc sur le schéma, vous avez à droite 6 images qui vous montrent un déplacement par convection. C'est l'expérience la plus classique qu'on fait en classe. Vous connaissez bien. On peut mettre ici dans un bécher de l'huile avec dans le fond de l'huile mélangée à de la poudre de craie. On va mettre une petite bougie dessous, on chauffe et qu'est-ce qu'on voit? Un petit champignon se former. Ça remonte en surface, sauf que la surface au contact de l'air qui est froid, l'huile qui était chaude et moins dense qui était montée va se refroidir. En se refroidissant, elle devient plus dense, elle retombe sur les côtés. Au passage, vous pouvez faire cette expérience avec un bécher, de l'eau et du marc de café. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le marc de café, c'est la poudre de café mouillée qui reste quand vous avez fait fonctionner votre cafetière, vous avez fait couler votre café. Vous mettez une petite cuillère de marc de café mouillé dans le fond du bécher. Après avoir versé de l'eau, bien sûr, vous attendez que tout se stabilise, vous mettez la bougie et la bougie va chauffer l'eau, un courant de convection va se mettre en place, mais pour voir ce courant de convection dans de l'eau, vous allez le voir grâce aux petits grains de café qui vont monter. Donc en ECE, on peut vous demander, vous ne savez pas comment faire, demander du marc de café, de la poussière de craie, ça va marcher. La conduction, par contre, c'est un peu plus difficile à voir, puisque la conduction, c'est un transfert de chaleur dans un solide ou un fluide, mais qui résulte de la différence de température entre deux régions d'un même milieu, ou entre deux milieux en contact, et qui se réalise sans déplacement global de matière. C'est-à-dire que l'énergie thermique se transmet de proche en proche, par modification de l'agitation des atomes,
Par exemple, une barre de métal chauffée à une extrémité devient de plus en plus chaude à l'autre extrémité. Si vous n'arrivez pas à comprendre, je vais vous donner un exemple tout simple. C'est l'hiver, vous avez froid, vous rentrez dans la maison, vos mains sont glacées. Vous avez besoin de les réchauffer rapidement. Vous allez les poser sur le radiateur. Le métal du radiateur est chaud, votre matière organique est froide. En touchant, vous mettez deux matières en contact, la chaleur passe du métal à votre chair, sans pour autant qu'il y ait de transfert de matière. Vous n'avez pas de métal qui vous rentre dans la main, juste de la chaleur. Donc ça, c'est un transfert d'énergie par conduction. Alors attention, vous allez me dire, oui, mais le radiateur, lui, il y a de l'eau qui circule dedans, il chauffe. Oui, mais le radiateur, lui, il est chauffé par convection. Vous avez un chauffage central qui chauffe de l'eau, on injecte l'eau dans les circuits de la maison. À ce moment-là, on a donc un fluide caloporteur, calorifique, donc un fluide qui porte de la chaleur, donc l'eau qui circule dans la maison. Elle part de la chaudière, c'est là où elle sera la plus chaude, l'eau. C'est pour ça qu'il fait toujours un peu moins chaud dans le dernier radiateur au bout du circuit. Donc l'eau chaude part de la chaudière, circule dans le circuit de la maison et va réchauffer, par contre cette fois par conduction, le métal des radiateurs. L'eau ne rentre pas dans le métal, mais l'eau chaude arrive au contact du métal des radiateurs et transfère son énergie au métal du radiateur. Et ensuite, le métal du radiateur transfère son énergie à l'air de la maison. Après, derrière, l'air de la maison, par contre, c'est un fluide à nouveau caloporteur qui est capable de se déplacer par différence de densité quand il est chaud. Donc, imaginons, vous avez un gros radiateur très puissant au centre d'une pièce, et ben l'air autour va se chauffer, il va devenir moins dense, il va donc monter au sommet de la pièce. Au sommet de la pièce, il va se refroidir et il va redescendre sur les côtés de la pièce. C'est ce qui se passe dans une maison à étage quand vous avez une cheminée ou un poêle. Il fait toujours plus chaud à l'étage qu'en bas. Pourquoi? Parce que l'air chaud est moins dense et il monte. Donc, vous avez deux modes de transfert, la conduction, la convection. Donc je rappelle, conduction, l'énergie passe d'une matière à une autre sans mélange des matières, sans déplacement de matière. La convection, c'est une seule et même matière qui se déplace et qui emmène avec elle la chaleur. Donc le système convectif en ECE, on peut vous demander de représenter un système convectif. Vous avez un bac avec de l'eau, vous installez deux sondes thermométriques, une en profondeur, une à la surface. Vous mesurez la profondeur de chaque sonde. Vous installez un thermoplongeur qui va chauffer. Donc ici, dans la première expérience, on va mettre en place un système convectif. On va mettre la source de chaleur en bas. Qu'est-ce qui va se passer? On va enregistrer les températures qu'on peut lire sur les petits écrans régulièrement. On va obtenir un tableau. Donc température de sonde 1 et 2 à 0 minutes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, etc. ou 30 secondes, 1 minute 30. On va pouvoir tracer un graphique. Donc évolution de la température au cours du temps dans un système convectif, thermoplongeur au fond du bécher. Vous voyez que l'évolution de la température enregistrée par les deux sondes est quasiment la même. On a quasiment la même température au sommet du bac et en bas du bac. Ce qui veut dire que la température est homogène dans tout le bac. On a donc eu une source de chaleur en bas et on a eu rapidement transmission de la chaleur dans tout le bac. On peut tracer à partir de ça le gradient géothermique de ce système, c'est-à-dire la représentation de l'évolution de la température au fur et à mesure que l'on s'enfonce dans le bac. On s'aperçoit que ce gradient, il est faible. Attention, la pente de la courbe est forte, ce qui traduit un gradient faible. Je reprends la définition de gradient géothermique. Géothermique, géotherre, thermique, température. Donc ici, le gradient géothermique représente l'augmentation de température en fonction de la profondeur. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on s'enfonce, on note la température et on voit si elle augmente. Si on se positionne sur la sonde numéro 2 qui se trouve au sommet du bac, donc ici en abscisse, j'ai les températures, en ordonnée 0 à moins 14, j'ai oublié de mettre mes unités, vous allez me dire pour une prof de SVT c'est pas top ça, les unités ça manque, moins 14 c'est moins 14 cm, d'accord? Donc là je représente 0 c'est la surface du bac, moins 14 c'est la profondeur de mon bac.
Si je suis sur la sonde 2, je suis au sommet de mon bac, je descends et au fur et à mesure que je descends, je suis toujours dans la même gamme de température. J'oscille entre 58 et 60 degrés. J'arrive à ma sonde 1 qui est à côté de ma source de chaleur, je suis toujours dans les 60 degrés. Donc ici, finalement, mon gradient géothermique, il est faible. Je n'ai pas beaucoup d'augmentation de température au fur et à mesure que je m'enfonce. Si je fais un système cette fois conductif, j'intervertis la position du thermoplongeur. Donc j'ai toujours mes deux sondes, mais cette fois je mets le thermoplongeur en haut. Alors on est bien d'accord, j'ai refait l'expérience, j'ai changé l'eau, j'ai mis de l'eau froide. Donc cette fois la source de chaleur est en haut. On peut déjà réfléchir, tout de suite comprendre ce qui va se passer. On sait qu'un liquide, un fluide, quand il est chauffé, il est moins dense. Et en étant moins dense, il subit moins l'attraction terrestre et donc a tendance à s'élever. Donc en toute logique, si le thermoplongeur est en haut, l'eau de la surface du bac va être chauffée et cette eau va vouloir s'élever. On peut donc supposer que la température de la sonde numéro 1 restera faible. Regardons les résultats, c'est le cas. Vous voyez que la sonde numéro 2 en surface, elle augmente très vite en température, elle est juste à côté de la source de chaleur, alors que la sonde numéro 1, qui est au fond, n'augmente quasiment pas en température. Ce qui veut dire que la chaleur produite en surface, au bout de 600 secondes, elle n'a quasiment pas réussi à descendre. Enfin, un tout petit peu, on est passé de 11 à 15 degrés, pas grand-chose. Donc ici, l'eau ne s'est pas déplacée. On a donc un transfert de chaleur de molécules d'eau en molécules d'eau sans que ces molécules se déplacent, hein, exactement comme votre main contre le radiateur. On n'a pas de mouvement d'eau, mais on a un transfert de chaleur de molécule en molécule. Mais ce transfert est très long. La preuve, c'est qu'au bout de 600 secondes, les deux sondes ne sont pas à la même température. On peut donc tracer le gradient géothermique. Et là, cette fois, on s'aperçoit que le gradient est fort. Alors attention, la pente de la courbe est faible, ce qui signifie que quand on part de la sonde numéro 2 qui est en surface, elle est presque à 90 degrés, quand on descend en profondeur, allez, descendez à moins 4 cm, on est à 68 degrés, descendez à moins 6, on est à 55, descendez à moins 2, on est à 40, ça veut dire qu'on descend de 2 cm, boum, on augmente de 15 degrés, c'est énorme par rapport à tout à l'heure. Donc là, on a une pente faible, mais du coup une forte augmentation de température. Donc on a un gradient géothermique ici qui est fort. Vous allez me dire à quoi ça me sert? Eh ben, ça sert à essayer de deviner comment évolue la température dans ce machin là, structure de la Terre. Bon, je sais, il est moche mon schéma, je l'avais fait au brouillon, j'ai pas eu le courage de le recopier, il est lisible quand même. Au passage, c'est un schéma que vous êtes censé connaître, hein, structure de la Terre avec les deux classifications. Classification selon le comportement des roches, lithosphère qui veut dire rigide, asténosphère, ductile, mésosphère, rigide, le noyau externe qui est liquide et interne qui est rigide. Mais on peut faire une classification en fonction de la nature des roches. La croûte océanique, c'est du basalte, ou continental, c'est du granit. Séparation de la croûte avec le manteau qui est riche en olivine, ça s'appelle la discontinuité de Mohorovici, hein, le Moho, la séparation des deux. Le manteau supérieur possède de l'olivine, le manteau inférieur possède une forme différente de l'olivine, la perovskite et la magnésiuvusite, à mes souhaits. Bref, ce sont des péridots, ce sont des cristaux de la famille des péridots. Tout ça, c'est une seule et même roche, c'est de la péridotite, mais avec des formes d'olivine différentes. Et tout en profondeur, après la discontinuité de Gutenberg, on est dans le noyau. Donc le noyau externe qui est liquide, qui contient du fer et du nickel sous forme liquide. Discontinuité de Lehmann, on a une discontinuité puisque les ondes changent encore de trajet. Pourquoi? Parce qu'on arrive dans le noyau interne ou graine. Donc là, on a toujours du fer et du nickel, mais solide. Donc on peut se demander, dans notre portion de camembert terrestre, comment évolue la température. Alors on va utiliser ce qu'on vient de faire. On prend le gradient géothermique profond et on essaye de définir le type de transfert par enveloppe. Donc jusqu'à 200 km de profondeur, c'est la lithosphère. Après 200, on est dans le manteau. Vers 2900 km, c'est la discontinuité de Gutenberg. On rentre dans le noyau. Et vous voyez que le gradient géothermique, eh ben, il a plusieurs inclinaisons. Dans la lithosphère, la pente est faible. Dans le manteau, la pente est forte. Puis dans la limite du noyau, c'est faible. Et puis après, de nouveau, c'est fort. Donc, on va travailler sur le manteau asténosphérique, et il y a une pente forte, donc on peut dire qu'il y a une convection.
Alors vous allez me dire, oui, mais alors sur le graphique, ça penchait plutôt à droite, et là sur le graphique que vous nous mettez, ça penche plutôt à gauche. Pourquoi ça penche pas de la même façon? Bah, tout simplement parce que dans l'expérience que je vous ai montrée, c'est de l'eau qui circule très vite, alors que dans le manteau, c'est de la roche en fusion qui circule beaucoup plus lentement. Donc il y a une déperdition d'énergie, donc de chaleur, d'où une température au sommet plus faible qu'à la base du manteau. Vous voyez sur mon schéma, à côté du mot manteau, il y a une petite boule là sur notre gradient. On peut imaginer que c'est un petit vaisseau qui remonte des profondeurs. Mais si on le fait démarrer à la couche des secondes, il fait à peu près 2100 degrés Kelvin. Ouais, parce qu'en plus je suis chiante, hein, je vous ai mis des degrés Kelvin. Et bien ce petit vaisseau qui remonte, il remonte vers la surface grâce à la convection, et vous voyez qu'il se dirige vers des températures avant l'inflexion de la lithosphère à moins de 2000 degrés Kelvin. Donc on a une baisse de la température. Pourquoi? Parce que la matière est partie du bas, elle est montée en surface, puisqu'elle est chaude, elle est moins dense, elle remonte, hein, comme notre craie rouge ou notre grain de café dans le flacon. Sauf que c'est de la matière, elle met énormément de temps à monter, ça consomme de l'énergie, donc on a une perte d'énergie, donc une perte de température, ce qui fait qu'on passe sous la barre des 2000. Dans notre expérience qu'on avait fait, on a choisi un fluide qui circule très très rapidement, qui homogénéise rapidement la température, et on a beaucoup de température qui s'accumule en surface, d'où plutôt une inflexion, une température de surface qui a tendance à être plus élevée que la température de départ, puisque la chaleur s'accumule en surface. Vous avez pigé? Je fais pas trop vite. Donc, maintenant, si on s'intéresse à la lithosphère, on a une pente faible, donc on peut dire que c'est la conduction. Oui, mais alors toujours, même question, pourquoi l'orientation de la pente n'est pas la même encore une fois? Eh bien, tout simplement parce que dans l'expérience d'avant, la source de chaleur, elle a été placée en haut du bac. Alors qu'ici, dans notre système Terre, la source de chaleur, c'est la matière chaude du manteau qui arrive par convection et qui bute sous la lithosphère. La chaleur, elle est ainsi transférée par conduction de la base de la lithosphère rigide vers le sommet, avec une perte de chaleur. Donc, si on reprend bien, dans notre manteau, on a du magma qui monte, mais qui arrive et qui bute sur la lithosphère, qui joue le rôle d'un capuchon, qui est rigide, qui est froide. Et donc, finalement, notre lithosphère, elle est chauffée par-dessous. Elle récupère la chaleur du magma. Très peu de magma rentre à l'intérieur, hein. Le peu qui arrive à traverser, ça donne des volcans. On n'est pas entièrement recouvert de magma à la surface de la planète. Donc vous voyez, il y a quelques volcans qui arrivent à se former. Mais globalement, toute la matière qui monte par conduction dans le manteau bute sur ce capuchon qui est la lithosphère rigide, et par conduction, la chaleur va continuer de monter vers la surface. Mais ça va mettre énormément de temps jusqu'à arriver à température. Alors, 0 sur le graphique, on est bien d'accord, il ne fait pas 0 en surface. La température moyenne de la planète, c'est 13 degrés. Ça va pour tout le monde? Voilà pourquoi, entre l'expérience et le gradient de la Terre, la pente n'a pas la même direction. Donc, pour ceux qui n'étaient pas convaincus, on recompare. En haut, vous avez l'expérience. On a mis le thermoplongeur au sommet, donc je vous ai mis en flèche orange la direction du trajet de la chaleur. On part du haut, on va vers le bas. Si je transforme tout ça à l'échelle de la planète, si je faisais une expérience correspondant finalement à la lithosphère, c'est celle qui est dessous, j'ai une barre de roche qui correspond à la lithosphère, je chauffe le bas de la roche, je mets 2 thermomètres, donc cette fois le transfert de chaleur se fait du bas vers le haut. Voici mon résultat en graphique à gauche. Donc faites attention, j'ai cette fois une inversion des ordonnées, je suis en positif puisque je monte, et donc j'ai bien ma pente vers la gauche. Donc du coup, on en revient à notre gradient géothermique profond. Première couche, lithosphère, conduction. Puis inflexion, on a une pente très forte, ça correspond à de la convection à l'état solide. Arrivé à la couche des secondes du manteau, la couche des secondes du noyau, vers 2900 km de profondeur, on a une conduction. Et ensuite, on retombe en système de convection, cette fois à l'état liquide, puisque dans le noyau externe, c'est du fer et du nickel liquide. Et ensuite, à l'intérieur, il y a la graine, et là, ça s'arrête, on ne sait pas trop ce qui se passe.
Donc on en revient maintenant à notre France, puisque ce qui nous intéresse, ce sont les ressources géothermiques. Donc on analyse le flux géothermique de la France. On s'aperçoit qu'il y a des zones bien rouges, l'Alsace, Lorraine, là-haut, là dans le coin fossé rhénan, les Vosges, à la limite avec l'Allemagne. C'est un peu chaud aussi dans le Massif central. Et puis alors, c'est bien froid dans les Alpes, le bassin aquitain, les Pyrénées et le bassin parisien. Donc on va essayer de comprendre tout ça. On retrouve la même chose avec les eaux remontantes. Je vous ai parlé des sources géothermales au départ. Et bien effectivement, hein, les sources géothermales utilisées par les Romains, elles étaient dans le Massif central, dans les Vosges, dans les chaînes de montagnes anciennes, pas les nouvelles. Donc les ressources géothermiques en France, vous avez en bleu les grands bassins sédimentaires profonds avec des aquifères continus. Alors un aquifère, c'est une roche souterraine qui est suffisamment poreuse pour contenir de l'eau. Vous avez souvent en tête l'image d'une nappe phréatique, comme une piscine d'eau sous la terre. Non, c'est pas comme ça, hein. C'est une roche qui est pleine de trous et qui est pleine d'eau, c'est tout. Et on a les sources chaudes en point rouge. Une petite carte un peu plus précise. Donc le bassin parisien, le bassin aquitain en bleu, tout ce qui est rouge, les sources chaudes et surtout les grandes zones de massifs volcaniques récents. On n'oublie pas les départements d'outre-mer, s'il vous plaît, Guadeloupe, Martinique et Réunion qui sont actifs au niveau volcanique. Pardon. Le contexte géologique de France. Donc globalement, on a des massifs anciens sur lesquels on peut voir du socle, c'est-à-dire la roche de base de notre croûte. Souvent c'est du granit et des gneiss. Donc on a le massif armoricain, on a le massif central et on a les Vosges. On a les zones intensément plissées en orange qui correspondent aux chaînes récentes. Tout le reste, c'est du vert, c'est une dominante sédimentaire, c'est-à-dire des grands bassins qui récupèrent tous les produits détritiques, c'est-à-dire les morceaux cassés par l'érosion provenant des chaînes de montagne et apportés par les rivières. En bleu foncé, les édifices volcaniques et en bleu ciel, les zones alluviales, c'est-à-dire les zones correspondant à des grands bassins dus à des rivières. Donc le fossé rhénan, ce point rouge qui nous intéressait sur la carte tout à l'heure. Ce fossé rhénan, comme son nom l'indique, c'est un grand fossé au milieu des Vosges. Sur cette carte de Google Earth, on voit très bien qu'il y a deux reliefs élevés, plus foncés de part et d'autre du fossé rhénan. Et que ce fossé rhénan est un relief plat. Il est encadré de failles normales qui sont représentées en orange. Je vous rappelle qu'une faille normale, c'est une grande coupure, comme un coup de couteau, dans un bloc de roche. Pourquoi on dit qu'elle est normale ? Parce que le morceau de roche qui est du côté de la pente de la faille va glisser vers le bas et va s'effondrer. Ça correspond à une zone de distension. Par contre, donc distension-extension, si on a une faille inverse, au contraire, le bloc de roche côté pente de la faille va remonter par-dessus l'autre bloc. Donc là, on est en système de compression. Donc on va s'intéresser à ce fossé rhénan. Pourquoi est-ce qu'il fait chaud à l'intérieur du fossé? Si on regarde la carte géologique, alors on s'est limité aux frontières de la France sous Google Earth, on n'a pas pris l'Allemagne. Donc le fossé rhénan il est partagé entre la France et l'Allemagne. On a donc le socle en rose qui correspond finalement aux Vosges et on a toute une zone alluviale qui là où c'est bleu et c'est dans cette zone là qu'on va trouver de la chaleur. Pourquoi? Eh bien, si on regarde la profondeur du Moho, on s'aperçoit que sous le fossé rhénan, les isobates sont concentriques. Donc je vous rappelle qu'un isobate, c'est une courbe de même profondeur, c'est celle du Moho. Et on voit très bien au centre, en bleu, l'isobate 24 km. Sous le fossé rhénan, le Moho n'est quasiment pas profond. Je vous rappelle que sous les Alpes, le Moho peut aller jusqu'à 70 km puisqu'on a une énorme racine crustale qui repousse la base de la croûte et donc repousse le Moho à 70 km. Là, on est dans une vieille montagne qui est déjà bien érodée, donc on peut s'attendre à ce que le Moho ne soit pas profond dans les 30 km, mais là, on s'aperçoit qu'il est même moins bas que 30 km, il est à 24. Or, l'épaisseur moyenne, c'est 30. Donc ici, le Moho est remonté. Pourquoi? Alors, avant d'aller voir pourquoi, petite carte simplifiée. Donc vers Fribourg, on a un volcan, le Kaiserstuhl. Je parle pas du tout alsacien, je suis désolée pour ceux qui sont en Alsace et qui me disent « Oh mon Dieu, celle-là a un accent monstrueux ».
En plus, vous voyez, moi je viens de la Réunion, alors vous devez avoir des consonances peut-être dans ma voix un peu bizarres. On a un volcan, mais on a également signalé en bleu en haut Souls. Alors ici, on a une centrale géothermique qui produit énormément de chaleur. Et vous avez les isobates du Moho et le Phocérinant en gris. Donc on s'aperçoit bien que c'est concentrique et on a donc, vous voyez que Souls se trouve dans une zone où le Moho est à 27 km, donc finalement moins profond que la profondeur normale. Alors, le Phocérinant, il faut revoir son histoire géologique. Il est orienté plutôt nord-est-sud-ouest, donc là je vous ai fait une coupe perpendiculaire, donc nord-ouest-sud-est. Ce fossé, il est encadré donc par des zones de faille normales. Du coup, ça fait un effondrement central et dans lequel l'eau a pu s'engouffrer et on a eu mise en place de bassins sédimentaires avec accumulation de débris sédimentaires. Alors, je ne vais pas vous lire tout le texte, hein, vous ferez pause dans la vidéo si vous voulez lire, mais globalement, l'histoire, pardon, vous voyez la coupe dessous, à droite et à gauche, granit et gneiss, on est dans le socle. Il y a eu un effondrement, il y a eu plein de failles normales, tous ces traits noirs quasi verticaux, et tout s'est effondré sur soi-même, et ça a laissé de la place. Pourquoi? Parce qu'on a étiré le système. C'est un peu comme si le granit de gauche et le gneiss et granit de droite, c'était les deux morceaux du chewing-gum qui vous restent. Vous savez, vous aimez bien faire ça. Vous prenez un gros malabar, vous le mâchouillez bien. Après, vous le sortez, vous l'attrapez avec vos doigts. Et puis, vous l'étirez. Donc, entre vos doigts, il reste deux grosses boules de chewing-gum. Et puis, comme vous écartez vos doigts, au milieu, il ne reste plus grand-chose. Votre chewing-gum, il s'est tout affiné. Ben, c'est la même chose, là. On a étiré le continent. Donc, gneiss et granit, les Vosges étirés. La partie qui était entre les deux zones d'extension, elle s'est affinée. Comme elle s'est affinée, elle s'est effondrée sur elle-même, ça a laissé un trou, l'eau a pu rentrer et on a eu des dépôts successifs de débris provenant de l'érosion des montagnes voisines. Alors ça a permis la mise en place notamment de dépôts de plancton, des schistes bitumineux, donc c'est pour ça qu'on trouve du pétrole dans cette région. Vu que c'est très fin, le magma a pu traverser et remonter. Donc au final, si on prend une croûte normale à gauche et qu'on fait une extension sur la colonne de droite, on va avoir un amincissement, une disparition de matériel léger, un enfoncement de la partie amincie et on va avoir une remontée de matériel dense qui compense la perte de matériel léger. Et à ce moment-là, on va avoir un équilibrage isostasique. Mais ce matériel dense qui arrive, c'est de la péridotite fondue. Elle est chaude. Donc finalement, notre petite croûte ici, qui est grise, va être très fine, avec dessous du matériel chaud qui est arrivé. Et on va donc avoir ici un gradient géothermique beaucoup plus intéressant que par exemple dans la colonne de gauche, puisque vu que l'épaisseur de croûte est fine, on va très vite atteindre des températures élevées en creusant. D'où dans ces mines là de charbon, puisque vu que c'était un grand bassin, il y a eu des dépôts, etc. On a beaucoup de pétrole, du charbon qui s'est mis en place, on a aussi de la potasse, des dépôts de sel. On a beaucoup de mines dans ces régions grâce au principe du bassin. Ben, quand on creuse, on a très vite très chaud. Pourquoi? Parce qu'on est beaucoup plus proche du manteau. Donc le flux géothermique en France, pour le Phocérinant, extrême est de la France, il est expliqué. Passons maintenant à une autre région, on va s'intéresser au bassin, et notamment le bassin parisien. Donc au niveau profondeur des bassins sédimentaires, on voit que ça ne va pas très profond. Le plus profond, on tourne donc en bleu foncé vers les 3000 mètres de profondeur. On voit bien ici la position des isobates, que c'est concentrique, donc on a bien un creux, un bassin. Hein. Quand on parle de bassin sédimentaire, c'est comme un bassin dans votre jardin. Et c'est plus profond au centre que sur les extrémités, sauf que là, ça a une beaucoup plus grande échelle. Donc dans ces bassins, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Alors, ce bassin parisien, bon, vous ferez pause si vous voulez tout lire. Un bassin, c'est comme un bassin dans votre jardin.
c'est plus profond au centre que sur les bords. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a une dépression, c'est-à-dire un creux, et qui va s'enfoncer progressivement. Pourquoi? Parce que les rivières qui alimentent ce bassin apportent avec elles des débris provenant de l'érosion des massifs avoisinants. Résultat, on a des dépôts qui se font au fond du bassin, qui finissent par s'entasser les uns sur les autres. Ça devient de plus en plus lourd. Du coup, l'ensemble de ces dépôts s'enfonce jusqu'à 3000 mètres de profondeur ici sur cette coupe. Sous le fait de l'enfoncement et donc de l'augmentation de pression, ces débris de roches vont se compacter et former de nouvelles roches. C'est ce qu'on appelle les roches sédimentaires. Certaines de ces roches vont être capables de contenir en leur sein, par des petits trous, de l'eau. Et donc, on va avoir des aquifères. Alors, ce que vous connaissez sous le nom de nappe phréatique. Il faut enlever de votre tête l'image d'une piscine sous la terre. Hein. Non, c'est pas une poche d'eau qu'on perce et on récupère l'eau. Non, non, du tout. Ce sont des roches, des bancs de roches, qui sont poreuses et qui contiennent de l'eau. Donc on peut avoir, comme dans cette coupe ici, plusieurs aquifères superposés et en fonction de leur profondeur, ils ne vont pas avoir la même température car, je vous rappelle le gradient géothermique moyen, 3 degrés par 100 mètres de profondeur. On va donc avoir des eaux en profondeur qui sont plus ou moins chaudes et il va donc être possible de récupérer cette chaleur en allant puiser cette eau. On va donc avoir ici ce qu'on appelle des systèmes de basse énergie ou de très basse énergie pour pouvoir chauffer tout ce qui est bâtiment, maison. Donc dans les systèmes de basse énergie, comme la maison de la radio à Paris, mais également Paris-Bercy. Donc quand je dis Paris-Bercy, c'est pour la salle de spectacle. C'est le centre des impôts de France qui est chauffé par le système de basse énergie. On a donc une eau de 27 degrés qui alimente les systèmes de chauffage, de climatisation. Et ça permet en fait de faire des grosses économies d'énergie. Donc cette eau, elle provient des 600 mètres de profondeur. On va pouvoir également chauffer votre maison tout simplement en récupérant la chaleur du sol. Donc là, on est en très basse énergie. Donc quand vous achetez un terrain, on va vous proposer d'installer un échangeur thermique. Donc on va creuser, on va mettre un système de tuyaux, une pompe à chaleur qui va donc injecter l'eau dans l'échangeur thermique. L'eau dans les profondeurs de votre sol donc va se réchauffer. Elle va revenir vers la pompe qui l'a aspirée et cette pompe va l'injecter dans un circuit qui se trouve sous votre plancher et on va donc chauffer votre maison. Donc là on a un système de chauffage par géothermie en récupérant simplement la température du sol ou des aquifères. Globalement, donc dans les ressources géothermiques en France, on a donc vu le bassin rhénan qui est particulier, on a vu le bassin parisien. On va s'intéresser maintenant aux sources très importantes de chaleur liées au volcanisme. Donc c'est l'exemple de l'usine géothermique de Bouillante en Guadeloupe. La Guadeloupe et la Martinique font partie d'un arc volcanique et c'est une limite de subduction. On a donc un volcanisme ici régulier et important. Et au niveau de la Guadeloupe, on a donc des infiltrations d'eau naturelle par la pluie, beaucoup de failles puisque ce sont des régions très actives au niveau tectonique. Et donc l'eau va s'infiltrer par les failles et il suffit aux ingénieurs d'installer une centrale avec un système de pompage de l'eau. On va récupérer donc l'eau de l'aquifère fracturé assez profond qui sera bien chauffé. Ça peut monter jusqu'à 250 degrés. Et là à ce moment-là c'est carrément de la vapeur, hein, ça fait tourner des turbines qui produisent de l'électricité. Donc si on résume, vous avez ici deux schémas, celui de gauche, en lisant de gauche vers la droite. On a une petite coupe du nord de la France, le bassin parisien à gauche, avec de la géothermie de très basse énergie et de basse énergie. Donc très basse, on utilise la chaleur en surface du sol, et très basse énergie, on va chercher un peu plus profondément les 80 degrés. La géothermie profonde, cette fois on récupère des eaux chaudes, des roches fracturées à grande profondeur, ça permet de produire de la vapeur pour l'alimentation des centrales électriques. Donc là on est dans le cadre du fossé rhénan, la centrale de Soultz, les forêts.
Et enfin, dans le cadre du volcanisme, on est en très haute énergie, production d'électricité par la captation de l'eau sous forme de vapeur à grande profondeur et entraînement des turbines, production d'électricité. Donc en résumé, suivant le contexte géologique, vous allez avoir des fluides qui ont des températures différentes. Si on est dans le non volcanique, type bassin parisien, on va avoir de la géothermie de très basse énergie. À partir du moment où il y a le volcanisme qui entre en action ou remontée du manteau, donc là on va être dans le cas du fossé rhénan et de l'usine de Bouillante. On va avoir donc conversion de la chaleur en électricité, c'est la géothermie de basse et moyenne énergie ainsi que la géothermie de haute énergie. Donc pour résumer, un petit schéma, les trois niveaux d'utilisation pour l'habitat, loisir, santé. Donc c'est plutôt la très basse et la basse énergie. L'agriculture, l'alimentaire, on va déjà faire plutôt de la moyenne énergie. Et pour tout ce qui est industrie, on va faire de la moyenne de la haute énergie. Donc voilà pour le chapitre géothermie. Pas vraiment de schéma bilan à construire, donc je ne vous en proposerai pas un. S'il y en a un que vous devez retenir, c'est l'évolution du gradient géothermique dans les différentes couches de la Terre, donc à travers lithosphère, asténosphère, etc. À bientôt!